Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bavardage. Et aujourd'hui, je reçois Fadler. Alors, Fadler, on ne se connaît pas spécialement plus que ça. J'ai eu la chance d'assister à un ou deux de tes ateliers sur le métier de Ouais. coach. Mais voilà, je souhaitais, grâce à Bavardage, rencontrer des entrepreneurs optimistes. Pour moi, tu en fais partie. Et donc, on va passer, je pense, 20 à 40 minutes avec de la valeur à ajouter. Je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir discuter. Ouais. Mais avant tout ça, la fameuse question, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore et surtout nous dire comment est-ce que tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Ok, ben Lucas, merci et merci de m'avoir invité pour participer à cette vidéo. Donc, en tout cas, moi, je me présente. Je suis Fadler Célestin. Donc, je suis coach professionnel, euh, consultant et formateur. Donc, avant d'être coach, déjà, je vais faire une petite histoire. Avant d'être coach, moi, je travaillais dans le domaine de l'humanitaire et de la solidarité en tant que chef de projet. Donc, j'ai travaillé en tant que prof en Équateur, donc à Quito, en Équateur, où je travaillais pour des écoles et des instituts de langue en Équateur. Donc, également, ben, j'ai travaillé en Guyane, où j'étais un collaborateur de Médecins du Monde France, donc la mission Guyane, où j'ai intervenu dans tout ce qui est accompagnement de primo-arrivants, de personnes qui sont arrivées en Guyane et qui ont besoin de soins, mais parfois qui n'ont pas forcément les papiers pour pouvoir bénéficier de la couverture maladie française. Et puis, ben, je devais les accompagner, les mettre en lien avec le service CHU de Cayenne, le service PASS, qui est un service spécialisé pour accompagner, pour aider les personnes qui sont en précarité à pouvoir se soigner. Et puis, de là aussi, ben, j'ai participé à plusieurs activités en Guyane, notamment à aux activités pour un organisme qui s'appelle Quata, où j'étais le représentant de cet organisme-là. Donc, en 2010, représentant du Quata auprès du GNE. GNE, c'est l'équivalent de Guyane et France Nature Environnement. C'est Guyane Nature Environnement. Oh, donc, du coup, on travaillait sur des dossiers qui concernaient l'environnement, la biodiversité, la protection de l'environnement et tout, où j'ai pu travailler en collaboration avec cet organisme auprès de l'État pour, si certains se rappellent de ça, une question de fourrage pétrolier en Guyane, où il y avait un risque de marée noire, des problèmes écologiques qui pouvaient survenir et on n'avait pas les informations claires sur ça. Et nous, j'ai travaillé sur ces dossiers-là, donc notamment pour rencontrer certains groupes comme Total, Shell, Texaco, Tullow Oil, ces genres de groupes, où j'ai pu vraiment mener des actions pour protéger la nature dans ce sens. Donc ça, c'est le côté de mon activité avant. Après, j'ai un diplôme de travailleur social où j'ai travaillé dans le domaine du social, dans l'accompagnement de tout ce qui est accompagnement à l'emploi et carrière et insertion professionnelle. J'ai également travaillé dans le domaine du handicap, euh, donc pour accompagner les personnes en situation de handicap et en situation de handicap. Donc voilà, j'ai fait ce travail-là pendant à peu près 6 ans en tant que travailleur social. Donc moi, j'ai toujours été passionné des gens, j'ai toujours été animé de cette envie-là d'aider les gens à développer leur potentiel. Je peux dire aussi à la base, donc à la base, j'ai pas donné mon origine. En fait, je suis originaire de Haïti. J'ai grandi en Haïti. Donc, de là, moi, j'ai été animé par cette envie d'aider, d'accompagner et de voir comment je peux aider l'humain à devenir meilleur. Parce que, donc, pour ceux qui connaissent Haïti, donc c'est un pays qui vit parfois des situations difficiles. Mais moi, j'ai eu quand même la chance de pouvoir de grandir dans une famille où il y avait beaucoup d'amour et puis ben, mes parents croyaient en moi. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai toujours été dans cet état d'esprit positif. Je ne voyais pas ce qui n'allait pas, mais plutôt voir qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses. Et j'ai grandi comme ça. Et j'ai commencé
très jeune à mettre des actions en place pour aider, aider les jeunes, surtout les personnes qui ne peuvent pas aller à l'école, pour les aider. Parce que moi, j'avais cette possibilité de pouvoir aller à l'école. J'ai pu, j'ai pu faire l'équivalent de l'ENA en France, donc cette école où, où tous les hommes politiques, la majorité ont fait leurs études. Donc, du coup, moi, j'avais ce fardeau-là, comme quoi je veux voir les gens développer leur potentiel parce que je ne crois pas en celui qui est nul ou qui ne savent rien faire ou qui ne va jamais rien il sera rien dans sa vie, etc. Je ne crois pas dans ça. Je pense que chacun a un potentiel et ce plein potentiel, c'est ce qu'il faut développer chez les gens. J'ai été toujours animé de ça depuis tout petit et je me rappelle et à l'âge de 18 ans, quand j'ai eu mon bac, et puis j'étais dans ma chambre et je suis rentré dans ma chambre et j'étais devant le miroir et, en me regardant et puis je me suis dit, là, Fadler, maintenant, tu es un homme, il faut que tu agis comme un homme. Pourquoi j'avais dit ça? C'est parce que j'avais tellement de rêves pendant petit, comme tu es sous la responsabilité des parents, il y a des choses que tu ne peux pas faire encore. Et puis, Haïti, à cette époque aussi, il y avait toujours eu des problèmes politiques, des crises, tout ça, ce qui fait que c'était un peu dangereux. Donc on ne peut pas agir comme ça sur les choses. Et bien, à 18 ans, c'est là que j'ai commencé. Je suis entré à l'université. Et à partir de là, j'ai commencé à mener des actions. Donc, j'ai créé plusieurs associations pour accompagner les jeunes, pour aider les jeunes à trouver du travail, à trouver des formations. Je formais les jeunes aussi. J'apportais tout ce que je pouvais. Donc, j'ai commencé mes études en administration publique. Il y a une partie d'études politiques là-dedans. Tout ce que je pouvais, tout ce que je savais, je le partageais. Et surtout, j'avais une passion aussi en gestion de projet. J'étais très passionné de gestion de projet dans ma formation à l'université, dans mes études en administration publique. C'était la matière qui me passionnait le plus. Et bien, cette matière-là, je faisais des cours à des jeunes en transformant la gestion de projet pour leur aider à eux-mêmes transformer leur projet de vie. Du coup, j'ai monté plusieurs associations et j'ai monté ma première entreprise avec mon père. C'est une école qu'on a ouverte ensemble pour accompagner des enfants et surtout les enfants où les parents n'ont pas beaucoup de moyens pour qu'ils aillent à une école. Moi, j'ai fait mes études dans une école qui était quand même très chère. Bon, j'ai eu cette chance. Mais ceux qui ne pouvaient pas, je me suis dit, je vais créer une entreprise. On a créé cette école-là qui fonctionne encore aujourd'hui en Haïti pour accompagner les enfants qui ne peuvent pas payer cher. Donc, ils payaient quand même, les parents payaient quand même, mais payaient à un prix vraiment, vraiment je peux dire, imbattable, quoi. Et donc, cette école fonctionne encore aujourd'hui. Et donc, c'est plus moi qui gère, c'est mon père. Et donc, de temps en temps, je prends des nouvelles et j'investis encore dans cette partie-là pour encore aider plus de jeunes. Donc, de là, j'ai commencé vraiment à travailler donc, sur des actions sociales, humanitaires, de transformation, changement. Donc, à 19 ans, j'ai commencé à vraiment travailler dans l'humanitaire en tant qu'agent humanitaire. Puis, je suis passé en tant que chef de projet sur des projets de développement, que ce soit des projets d'agriculture, pisciculture, d'assainissement, etc. J'ai commencé à travailler pour un organisme haïtiano-américain. Donc, du coup, de là, c'est à partir de 2009, j'ai quitté Haïti. Donc, je suis allé en Équateur. De l'Équateur, là, j'ai continué à travailler pour l'organisme en Haïti en tant que chargé de mission. Donc, je cherchais tout ce qui est des fonds. Je vais rencontrer des gens, rencontrer des organismes qui peuvent aider l'organisme à pouvoir continuer son travail sur le terrain en Haïti, etc. Et puis, de là aussi, je travaillais dans une école où j'enseignais le français à des Équatoriens qui souhaitent parler français. Donc, et aussi un institut de langue, pareil. Après 2010, donc j'ai quitté l'Équateur, je suis allé en Guyane. Et c'est là que j'ai travaillé pour l'organisme GNE. J'étais collaborateur de GNE et de Médecins du Monde.
Donc Ouais, ça, donc c'est tu un peu as de fait mon pas expérience. mal, quoi. Tu as déjà fait plein de choses. Et là, ici, ben, je trouve que ce que tu fais aujourd'hui, tu ne l'as pas encore dit, mais on va en parler maintenant. Mhm. Le métier de coach, je trouve que ça colle totalement avec tes envies depuis le début, quoi. Ce besoin d'aider les gens à, comme tu dis, trouver leur potentiel. Ouais. Quoi de mieux qu'être coach, quoi, au final. Oui, en fait, ce que tu dis, Lucas, c'est moi ce qui m'anime vraiment dans mon quotidien, c'est que euh, je ne crois pas, en fait, tu apportes, enfin, parce que la personne n'a pas à manger, ben, tu l'apportes, hein, tu le donnes à manger. OK, si la personne a faim, dans l'immédiat, il faut le donner à manger pour que la personne mange. Mais je crois en travaillant sur un point avec la personne, c'est de l'aider à trouver qu'est-ce qui brûle en toi, qui peut te faire de toi un génie dans ce que tu es, dans ce que tu dois vivre. Donc, d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de voir toujours ce qui ne va pas, mais qu'est-ce que tu as en toi qui est unique, qui va faire, même si que tu sois dans un endroit où il y a pas d'opportunité, et toi, tu vas créer tes opportunités, où il y a un endroit où il y a plein d'opportunités, toi, tu vas encore profiter de ces opportunités pour exploser. Parce que Est-ce que je tu penses crois, que tout le monde a ça? Tout le monde alors, a ce génie qui est caché en lui? moi, je suis convaincu de ça, que chacun a son génie en lui. Et je vais te dire une chose, Lucas, c'est que quand j'étais dans le handicap, quand je travaillais dans le domaine du handicap, alors, et c'était une très, très belle expérience. Et aujourd'hui, qui me marque encore, je travaillais dans une maison d'accueil spécialisée. Donc, une maison d'accueil spécialisée, c'est vraiment les personnes qui ont des polyhandicaps, qui sont polyhandicaps, multi-handicaps. Et donc, c'est vraiment des personnes qui, on peut dire, qui ne peuvent rien faire de leur corps. Mais par contre, j'observais beaucoup ces gens-là. Certains, le jour, quand ils arrivaient à bouger un doigt, tu sentais le plaisir, la joie à l'œil, qui sent qu'ils ont fait quelque chose. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte, mais effectivement, ces gens-là, ils ne peuvent pas faire comme moi, marcher, soulever quelque chose. Mais j'ai pu observer le plaisir que les gens prennent pour juste soulever un petit doigt, juste toucher un ballon, juste faire un geste avec leurs pieds. Et c'est là que je me suis dit, mais waouh, mais même ces gens-là, ils ont un potentiel, ils ont des choses qu'ils savent faire. Et je prenais le temps de les féliciter, de les observer, de les encourager encore, et tu sentais le plaisir chez eux. C'est là que je me suis dit, mais au final, il n'y a pas de gens nuls, il n'y a pas de gens bêtes. On a tous un potentiel. Le problème qui peut se passer, c'est que souvent les gens vont arriver à un point. On a deux choses qui nous arrivent très souvent en tant qu'être humain. Soit on idéalise l'autre à qui on aimerait ressembler. Donc, du coup, on l'idéalise tellement. Donc, du coup, on tombe dans l'envie d'être comme lui, l'envie d'être comme machin. Et donc, ce qui fait que, bon, on oublie ce que nous, on a en nous, ce qu'on a en nous, et on va chercher pour voir comment je peux faire pour être comme lui. Et c'est le cas de parfois, quand on se cherche, on va se ressembler à telle star, on va habiller comme lui, on va faire nos cheveux, on va faire des coupes comme lui, tout ça, etc. Ce qui fait que notre créativité, on n'arrive pas à le trouver parce qu'on cherche des choses, des éléments extérieurs pour combler des éléments intérieurs. Or, tout commence de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et donc, ça, c'est une première chose qui peut arriver. Deuxième chose, c'est les gens peuvent avoir aussi cette peur du regard des autres. OK, ben si je fais ça, ils vont me critiquer. On m'a toujours dit que j'étais nul, on m'a toujours dit que je n'arriverais jamais dans ma vie à faire quelque chose. Ben, tout ce que je pense, je le refoule en moi parce qu'on ne croit pas en moi. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est pour cela que je dis toujours aux gens, si tu as soif de savoir qui tu es, alors arrête de chercher à ressembler aux autres ou avoir cette peur du regard des autres. Si tu n'arrives pas, trouve-toi quelqu'un pour t'accompagner pour que petit à petit, tu retrouves ce qu'il y a en toi, qui brûle en toi. Et moi, je te dis en tant que coach, je me suis rendu compte d'une chose. En quoi je suis bon, c'est tout ce qui est leadership, transformation de la personne. Donc, travailler sur ce côté-là, aller jusqu'au fond
pour aider la personne à découvrir mon pourquoi, ma passion, ce qui m'anime, ce qui fait de moi ce qui je suis et de prendre conscience de ça. Et donc, c'est ça. Et je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, ben, écoute, j'arrête tout ce que je voulais faire. Je me concentre que sur ça. Parce que c'est là mon point fort. Et quand j'accompagne quelqu'un, il y a toujours des résultats, mais il y a des questions parfois qui sortent de ma bouche, mais je ne sais même pas d'où ça vient. Parce que je me concentre sur quelque chose. Et je pense que chacun d'entre nous, on a ça. Et encore une chose qui est simple, on a tous un rêve. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas un rêve. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais écoute, moi, je n'ai pas de rêve. Et en allant plus loin, en posant des questions, elle s'est rendue compte que, ah oui, mais j'ai toujours rêvé ça. Donc, au final, on a tous un plein potentiel, qu'on soit handicapé, qu'on soit normal. On a tous un plein potentiel. Donc, maintenant, comment le repérer? C'est ça la question. Et c'est là que ça peut être difficile pour certains, pour d'autres plus facile, mais tout le monde peut l'avoir. Ok, et tu recommandes d'être accompagné alors dans ce processus? Quelqu'un qui nous regarderait ici, effectivement, tu dis on a des rêves, à un moment donné, on a aussi cette limite de dire, mais qu'est-ce qui est un rêve atteignable et qu'est-ce qui est un rêve réaliste? Peut-être que moi j'ai envie de battre Michael Phelps en natation, bah, c'est un rêve, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois, il y a des rêves où en fait, comment est-ce que quelqu'un avait donné une fois ce terme que j'avais adoré, c'était entre se faire des films et visualiser ou rêver. Tu vois, c'est quoi la différence entre les deux et comment est-ce qu'on peut le faire tout seul ou est-ce qu'on a besoin d'être aidé alors par une personne extérieure? Alors, donc, quand on a un rêve, on va le traduire par une vision. Donc, une vision qu'on a et donc on est animé par quelque chose. Donc, pour cela, donc, faut que cette vision soit réaliste, atteignable. Il faut aussi que ça soit écologique. Donc, c'est-à-dire, il faut que ça rentre dans ton environnement. Si c'est néfaste pour ton environnement, ceci n'est pas un rêve. Parce que pourquoi? Parce que quand toi, tu t'épanouis dans ta vie, tu rends les autres heureux aussi. Donc, s'il y a des choses néfastes qui vont arriver qui va polluer la vie des autres, c'est que ben, il y a un problème, il y a quelque chose à ajuster. Donc, ce qui veut dire que quand on a un rêve, ben, quelqu'un qui a un rêve, quelque chose de négatif à faire, donc ça c'est un problème. Donc, il faut aller causer sur quel est le problème qui fait que j'ai telle idée qui me passe par la tête. Mais la vision qu'on a pour notre vie, pour entrer dans notre mission de vie, dans ce qu'on doit vraiment faire pour aider les autres, pour permettre aux autres de devenir meilleurs, de devenir eux-mêmes, ça, c'est toujours atteignable. C'est toujours atteignable. C'est toujours réalisable. C'est toujours mesurable. Parce qu'on va pouvoir aller au fur et à mesure. Donc, les rêves qu'on a, ben, si la personne a un rêve, déjà, il veut battre quelqu'un en championnat. Donc, OK. Le rêve, maintenant, c'est la question, est-ce que c'est le fait de le battre en championnat qui va être qui va être la finalité ou est-ce que c'est le fait que moi, je veux accomplir quelque chose de plus grand qui va me permettre d'apporter quelque chose à l'humanité? Parce que rentrer en concurrence avec quelqu'un d'autre, c'est C'est pas simple, c'est pas c'est pas simple. ça en fait. C'est pas la finalité. Si tu vas dans un concours pour que tu gagnes, pars sur toi-même. Et mieux tu vas dire que je veux le faire parce que c'est une mission que j'ai, je dois le faire sans être en concurrence. Là, tu passes à un autre niveau de ta vie, tu vas pouvoir réaliser les choses. Parce que être en concurrence avec les autres, ça n'a pas, pour moi, c'est même pas l'intérêt à chercher parce que on est différent de chacun. On n'est pas pareil. Je te donne l'exemple rapidement. Donc, un coach, une fois que je suis allé à un salon, et puis, ben, il y a un ami qui m'a dit, ah, j'ai rencontré un coach, là, je vais te le présenter. En arrivant, le coach, il m'a dit tout de suite, ouais, je lui ai dit bonjour. Il m'a dit, ah oui, bonjour, je suis ton concurrent. Mais je l'ai regardé, j'ai dit, mais moi, ah bon? Je lui ai dit, écoute, désolé pour ce que tu as dit, mais moi, je ne suis pas en concurrence avec toi et je ne suis en concurrence avec personne. Et je lui ai dit, à la seule personne dont je suis en concurrence, c'est moi-même. Donc, on est des coachs. On est là pour accompagner les clients, pour changer la vie des gens.
qu'est-ce que ça veut dire être en concurrence avec toi? Et après, il se dit, ah oui, mais je suis désolé, non, c'était une blague. Mais je dis, non, il n'y a pas de blague là-dedans parce que, enfin, si on est des coachs, si on partage des valeurs, je pense que ça peut que nous rendre meilleurs. Pourquoi tu me vois tout de suite le concurrent? En quoi ça? Déjà, je ne suis pas toi. Les clients que tu as, c'est parce que les clients se sentent bien avec toi qu'ils vont vers toi. Eh bien, les clients que j'ai, ils vont venir vers moi parce qu'ils se sentent bien. Donc, on aura toujours notre part. Il n'y a pas de raison d'avoir des concurrents. Donc, le meilleur moyen, c'est de chercher en soi-même qui je suis. Et j'affirme ce que je suis et je pars dans ce sens-là pour me perfectionner. Je me forme, je me fais accompagner, j'écoute ce que les autres me disent pour que je puisse améliorer sans me laisser influencer par les choses négatives. Ok. Ouais, bah écoute, on pourrait parler, je pense, de ce Oui, métier pendant des heures, mais il y a un mot que tu as dit tout à l'heure qui m'a fait tilter, et c'est bien parce que c'est la transition parfaite pour la suite. Tu as parlé du mot leadership. oui. Alors, pour toi, dans le business ou dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que le leadership et qu'est-ce qu'il peut apporter aux personnes? Est-ce que c'est un indispensable pour être un bon entrepreneur ou réussir sa vie? Voilà, parle-nous un peu de ce mot-là. OK. Alors, aujourd'hui, en fait, les gens ont beaucoup de signification, donnent beaucoup d'interprétation au leadership. Donc, le leadership, tout simplement, c'est quoi? Le leadership, c'est de l'influence. La base du leadership, c'est ça, c'est de l'influence et chacun a de l'influence. Je vais prendre l'exemple très simple. Quand on est à la maison, on est avec nos parents, on est avec nos frères et sœurs, ou peu importe, famille élargie, peu importe, avec des amis, qu'est-ce qui arrive? On s'influence. On s'influence naturellement. Avec le groupe que je partage ma vie, je partage des relations, on s'influence. Parce qu'il y a des choses qui nous animent, on a envie de partager, du coup, on s'influence l'un l'autre en fonction de ça. Maintenant, la question de l'influence, c'est que c'est quelque chose de naturel chez nous. Donc, c'est comment maintenant je vais influencer? De quelle manière? Est-ce qu'on peut influencer de manière positive et de manière négative? Et c'est là que le leadership, qui est l'influence qu'on a, on va pouvoir le travailler pour le canaliser dans une perspective de transformation de soi et transformation des autres. Donc, c'est aussi simple que ça. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Maintenant, je vais travailler ce leadership-là pour que mon influence que j'ai soit une influence positive. Et comment je vais m'approcher de cette influence positive vers les autres? Et c'est en décidant de faire un travail sur moi-même pour que je devienne la personne que je dois devenir, la personne authentique, intègre, honnête que je dois devenir. Donc, si je suis authentique, ben, j'affirme qui je suis. Donc, être authentique, c'est-à-dire tu es vrai. Donc, il n'y a pas, tu es original. Il n'y a pas d'autre comme toi. Donc, tu deviens cette personne-là qui s'affirme et qui va pouvoir influencer la terre entière s'il le faut, parce que tu deviens une pièce unique du puzzle. C'est comme, par exemple, quand tu prends les grands de ce monde qui ont réussi, et comme quand tu prends l'exemple de Elon Musk. C'est quelqu'un jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait tout à l'inverse de ce que les autres font. Mais son unicité vient de là. Et ce qu'il a fait qu'il a fait aujourd'hui Tesla, des choses incroyables, et c'est parce que lui, il a décidé d'être lui-même, de partir sur des choses au départ que tout le monde pensait qu'il était complètement fou. Mais les gens ont vu que même finalement, il avait raison dans ce qu'il faisait. Donc, moi aussi, je peux, à ma manière, dans mon domaine, être quelqu'un d'unique qui va révolutionner. Tous les gens qui ont fait des inventions, c'est parce ils ont décidé de dire, ben, écoute, j'arrête de faire comme tout le monde, je vais faire ce à quoi je me sens passionné et que je vais y arriver. Thomas Edison, tous les gens qu'on connaît, Ford, etc., ils ont passé par là. Leur leadership, c'est ça. Ils ont utilisé cette influence naturelle, on est né avec, et ils ont fait quelque chose de grand avec, parce que notre leadership, c'est ça. En fait, le mot leadership, ça veut dire l'influence, et à partir de ça, on va développer
notre leadership parce qu'on a du leadership en nous dans un domaine. Et comment on va faire apparaître ce leadership-là? C'est en décidant de faire ce qu'on doit vraiment faire. Être dans un endroit où tu n'es pas à ta place, admettons que tu devrais être, tu as toujours rêvé d'être chanteur et que tu es médecin, ben écoute, tu peux être un bon médecin. Mais si ta mission était d'être chanteur, ben tu seras toujours un bon médecin, mais tu serais excellent en tant que chanteur. Ouais, donc Donc, leadership, c'est à la bonne place par rapport à qui on est, au bon moment, au bon endroit, par rapport à ce qu'on est vraiment, quoi. on Donc, est quand on dit vraiment, grand leader, j'allais te demander comment est-ce qu'on peut soit le devenir. Bah, là, tu viens d'y répondre. C'est en trouvant bah, vraiment sa mission de vie, ce à quoi on est bon. Mais comment est-ce que de l'extérieur, on pourrait reconnaître un bon leader d'un moins bon? Tu as parlé de l'influence négative et positive, mais est-ce qu'il y a oui. d'autres Alors points? maintenant, de l'extérieur, comment on va voir un bon leader? Un bon leader, c'est que ben, il va être celui amène une vision avec un pourquoi. Et ce pourquoi-là, il est tellement clair, tellement unique, tellement spécial, et que d'autres personnes qui partagent ces valeurs, qui partagent ce pourquoi-là, naturellement va pouvoir le rejoindre. Et ce qui va permettre que lui, à un moment donné, avec cette équipe qu'il va créer, il va être quelqu'un qui aide chaque membre de l'équipe à développer son potentiel, à être dans son élément, à avancer en toute autonomie. Donc, lui, il va mettre les moyens pour que chaque personne de l'équipe qui va le rejoindre puisse eux-mêmes développer leur leadership personnel sans être dans le contrôle. Un leader, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la croissance que d'être dans le contrôle. Quand je parle de contrôle de l'humain. C'est le cas, on va avoir des managers un manager leader, c'est un manager qui va avoir une équipe auprès de lui très heureuse, très épanouie et qui font le super boulot. Mais un manager qui fait juste le contrôle, qui tout simplement délègue des tâches, jamais de pouvoir. Donc, c'est-à-dire, quand je parle de pouvoir, vas-y, il donne sa place aux salariés, mais délègue du pouvoir, en fait, de l'autonomie. Mais quand il est dans le contrôle, donc du coup, l'équipe est frustrée parce que les gens ne peuvent pas développer leur créativité et innover parce qu'ils sont coincés par le contrôle du leader, donc du manager. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui est dans la croissance. Lui, il cherche à ce que les autres grandissent. Il est le serviteur des autres. Il n'est pas là comme le boss qui vient et qui dit, écoute là, tu m'amènes le café, écoute là, tu fais comme ça, et point barre. Il va réunir l'équipe, ils vont réfléchir ensemble et il va prendre tout ce que les autres ont dit, il va les écouter, il va les analyser et on va avancer ensemble. Il sait aussi quand il doit mettre des limites parce que c'est pour le bien de l'équipe. Et il sait aussi quand il dit, écoute, vas-y, c'est toi qui as l'idée, fonce. Donc, il est là pour encourager, pour aider à avancer. Il sert avant que les autres le servent. Parce un leader qui n'est pas prêt à faire les tâches les plus ingrates, il a un problème de leadership quelque part parce que le leader doit être prêt à faire les tâches les plus ingrates. Ça ne veut pas dire si je suis directeur d'une boîte, je suis obligé d'aller prendre le balai pour balayer. Mais ça ne doit pas être un élément, euh, comment je peux dire ça, ça ne doit pas être quelque chose de dévalorisant aux yeux du leader. Si un jour il touche un balai pour balayer, tu vois la différence. Donc il reste à sa place, mais tout dans l'équipe, tout dans le fonctionnement du système de l'organisation est aussi important pour lui et donc il prend ça à cœur. Donc c'est un peu comme ça on peut connaître un vrai leader. C'est quelqu'un qui encourage, c'est quelqu'un qui donne la route, mais ce n'est pas lui qui va réaliser. Parce que le leader, il gère la vision, mais c'est l'équipe qui va permettre que tout se réalise au final. Ouais, en Donc, fait, tu viens d'anticiper ma question suivante, c'est-à-dire, imaginons un manager qui a du mal, qui essaye de bien faire les choses, mais qui n'arrive pas à générer l'équipe autour de lui, qui auraient été les conseils que tu lui donnerais pour développer son leadership. Ben, tu viens de l'expliquer un peu, oui, c'est ben, s'occuper des autres. Et... le conseil que je donnais à un manager qui n'arrive pas à fédérer l'équipe, c'est déjà se poser la question, qu'est-ce qui fait que l'équipe n'adhère pas à la vision? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à fédérer l'équipe?
Donc, la question, il faut qu'il se pose de l'intérieur pour aller vers l'extérieur parce que souvent, le problème vient du manager. Et le manager, si maintenant il veut que l'équipe adhère, il faut aider l'équipe à avoir une autonomie. Il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut que l'équipe sent cette confiance-là. Parce que pour qu'un manager ait la confiance de l'équipe, il faut que lui, il donne confiance. Donc, en fait, tout commence par lui. Si lui, il part sur la confiance, ben, tous les autres vont avoir cette confiance-là. Mais si lui, il veut contrôler, ben, le problème, c'est que l'individu, tant que tu le contrôles, au bout d'un moment, il va faire des tâches répétitives, eh ben, il va se sentir coincé. Il n'a pas de créativité, il perd le sens de ce qu'il fait, il ne comprend pas pourquoi il fait ça. Ben, du coup, ça crée de l'hostilité. Et après, donc, on a une équipe qui veut pas faire le travail, qui fait le minimum parce qu'il ne trouve pas de motivation. Donc, l'homme a déjà la motivation à l'intérieur. Maintenant, c'est à moi, en tant que leader, de servir suffisamment bien pour que la personne puisse, dans ce cas-là, avancer et progresser. Donc, le rôle du manager, c'est de créer cet état-là, cet état d'esprit pour aider l'équipe à s'adhérer. Top, ouais, c'est vraiment une thématique moi qui me parle et on voit beaucoup de managers qui commencent à se sensibiliser à ça, qui comprennent qu'ils ne sont plus juste des patrons entre guillemets qui donnent les ordres, mais qu'il y a vraiment ce côté cohésion. Et d'ailleurs, encore une fois, la transition est parfaite. Je sais que tu organises un événement virtuel bientôt, un sommet justement sur le leadership. Est-ce que tu pourrais nous en parler? D'où vient cette idée et quel est l'objectif derrière? Écoute, l'objectif du sommet virtuel, ben, l'idée est venue, bon, j'étais dans mon salon assis, et puis j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux apporter bon, suite à cette crise COVID-19, qu'est-ce que moi je peux apporter pour contribuer au monde, dans la vie des gens. En fait, je suis toujours en fait, très, très intentionnel dans ce sens. Dès que je rencontre quelqu'un, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Donc, j'attends pas qu'on vienne me donner, blablabla, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Et puis, j'étais assis, en train de réfléchir, et puis, ben, je me suis dit, mais je fais quoi? Et ça m'a fait un tic, un sommet virtuel. Et puis, ben, de là, je me suis dit, OK, ben, j'ai pris mon carnet, quand j'ai commencé à noter, OK, je pense que je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis, ben, j'ai mon partenaire avec qui qu'on a créé notre groupe Mastermind depuis, bon, depuis 2 ans, on collabore ensemble, Alain. Et du coup, ben, je dis, OK, ben, chaque samedi, on se rencontre de 7h à 7h30, tous les samedis. C'était un vendredi, non, c'était un jeudi. OK, ben, je dis samedi, je rencontre Alain, je lui propose, je lui en parle de l'idée, et s'il est partant, on lance le sommet. Et donc, on a réfléchi au nom. Le sommet sur la transformation des affaires et du leadership. Parce que ben, Alain, son domaine, c'est business authentique. Donc, lui, il est très axé sur le business qui me ressemble, le business où il y a ma marque personnelle, etc. Et moi, je suis très centré leadership et transformation. Pour moi, sans leadership, on ne peut pas on ne peut pas avancer, on ne peut pas réussir parce qu'on va faire juste le nécessaire. On peut avoir une belle vie, mais avoir le leadership, c'est vraiment le moyen pour se transformer et pour aider les autres à se transformer. Et donc, du coup, on s'est dit, ben, écoute, on va parler sur ces deux domaines-là, voir comment aider les gens à passer cette étape de changement, euh, augmenter leur leadership parce que le leadership de demain, on va devoir travailler sur ça. Donc, beaucoup de gens sont hostiles au changement. Le problème de l'hostilité au changement, c'est un problème de leadership, en fait. Parce que quand on est hostile au changement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement est permanent. Il y aura toujours du changement. Maintenant, c'est de faire la différence entre le changement qui arrive dans le monde et mes valeurs. Je ne suis pas obligé de changer, même de modifier mes valeurs pour accepter de changer. Je reste moi-même, mais j'évolue avec le temps. Je n'ai pas le choix. Donc, c'est un problème de leadership. Et le leadership va aider effectivement à faire ça, être flexible, pouvoir anticiper, rentrer dans des choses pour se transformer. Et donc, on a eu l'idée, puis bon, on a lancé, et on s'est dit, on va contacter les meilleures personnes qu'on connaît qui font du travail sur la transformation personnelle, le développement personnel et de transformation de business, business authentique. Et puis, c'est là qui est venue l'idée. On s'est dit, bon, on va inviter 30 experts. On a 30 experts qui sont invités.
qui va apporter des sujets, que ce soit sur le leadership, sur le management, la transformation digitale, le télétravail, et tout ça dans un contexte de crise et de sortie de crise, et puis de développement de leadership. Parce que quand on a un fort leadership, quand une crise arrive, on sait comment anticiper. J'ai un épisode de podcast là-dessus où je parle de ça. Et effectivement, quand on est leader, on sait comment anticiper, comment poser des bases et changer les stratégies rapidement de manière temporaire et pour pouvoir gérer la crise et permettre que l'équipe continue à fonctionner correctement. Et ça, c'est pas donné, hein, c'est pas donné à tout le monde, même si tout le monde peut développer ça. Donc maintenant, il faut que chacun ait la volonté de le faire pour le faire. Et je crois que on a beaucoup de gens qui ont la volonté, qui ont envie de sortir de cette crise de manière, qui ont envie de grandir, etc. Donc du coup, je me suis dit, c'est le moment de lancer cette idée-là et ce concept-là pour partager un maximum de contenu aux gens et puis les aider, voir comment on peut les aider à avancer. Super. Est-ce que tu aurais déjà quelques noms d'orateurs que tu peux... J'en ai vu qui ont été annoncés, mais tu pourrais peut-être les rappeler pour... Oui, alors j'aurai David Laroche qui fera partie de ce sommet. J'aurai Julien Musi qui fera partie de ce sommet aussi. J'aurai Lingen qui fera partie de ce sommet. Là, on aura probablement Éric Bernzin, donc ça met du temps encore pour avoir les dernières réponses. Éric Bernzin qui sera aussi dans ce sommet, probablement, parce que là, on attend des dernières confirmations. J'en ai qui d'autre? Il y a Isabelle Cugnot qui est chroniqueuse chez BFM Business et qui est femme, qui a créé une femme digitale, qui est experte dans tout ce qui est social media. Il y a Nicolas Gétin, il y a aussi Uriel Méniassan de Freelance Boost qui sera là. Une belle petite liste, quoi. Il y a une belle Ouais, petite une liste, belle c'est un petite truc à ne pas liste. rater, quoi. Voilà. Donc, c'est l'objectif, tout simplement, ajouter de la valeur dans la vie des gens, parce que moi, c'est ce qui me passionne. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est ça, en fait. Mon objectif, c'est de voir les gens réussir leur vie et arrêter de partager, de tourner dans la roue du hamster. Ça ne sert à rien. Moi, je l'ai fait pendant un certain temps. Je travaillais dans une entreprise. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on a fait une transition vers d'autres choses. Et c'est suite à ça que je suis devenu coach parce que je faisais un bon travail. Mon patron était très satisfait de mon travail, toujours satisfait. Mais le problème, c'est que je voyais les gens n'avaient pas de résultats. Les gens revenaient toujours au point de départ. Tu les accompagnes, mais les gens vont revenir au point de départ. Je trouve que le problème, c'est que tu travailles pour une société, on te demande des chiffres, tu as des statistiques, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, tu ne peux pas aller plus loin pour aider les gens à se découvrir. Et moi, je me sentais tourner en rond dans cette roue du hamster et je n'étais pas bien là-dedans. Et du coup, c'est là que j'ai décidé de me former en tant que coach et pour me lancer dans ce modèle de business qui est où je cherche de l'authenticité, je cherche à respecter mes valeurs et aider les gens à respecter leurs valeurs parce que vos valeurs, c'est des choses à ne pas transiger. Mieux on ne transige pas à nos valeurs, mieux on va réussir parce qu'on sera en accord avec soi-même et on va développer cette authenticité chez nous. Et donc, à les aider à faire ça et les aider à passer à l'action pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue parce qu'on peut tous, et je le dis vraiment, on peut tous vivre d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il faut tout simplement de la volonté. Ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas, qu'on ne peut pas tout avoir, c'est comme ça, alors la question qu'il faut se poser déjà, si on ne peut pas tout avoir, alors qu'est-ce qu'on veut? Et c'est là que les gens se trompent. Oui, on ne peut pas tout avoir. Oui, de toute façon, on ne peut pas faire un travail tout le monde ne peut pas faire un travail qu'ils aiment. Oui, mais quel travail tu souhaites avoir? C'est ça la question. Donc, voilà. En tout cas, ce sommet est fait vraiment pour tous ceux qui souhaitent transformer leur vie. Et on a mis vraiment toute notre énergie pour préparer ce sommet.
Donc, les inscriptions sont ouvertes. Donc, bon, là, actuellement, le tarif du sommet, est-ce que je peux le dire déjà? Ouais, sans souci. De toute façon, le lien sera mis dans la description de cette vidéo. Donc, vas-y, n'hésite pas, hein, Donc, le tarif du sommet, c'est 65 euros jusqu'à la fin de cette semaine. Et à partir de la semaine prochaine, ça passera à 165 euros. Donc, ceux qui souhaiteraient profiter de ce tarif-là, donc, ils puissent le profiter rapidement. Comme je dis, à ceux qui sont intéressés, il y aura le lien en description ici de la vidéo. Écoute, Fadler, on arrive tout doucement à la fin de Oui. de ce chouette bavardage. Comme je dis à tous mes invités, il te reste 1 minute. Tu peux dire ce que tu veux. Est-ce que c'est encore apporter de la valeur, un petit plus, mettre en avant peut-être, parce que je sais aussi que tu as une école de coaching, etc. N'hésite pas, tu as 1 minute et un peu plus, hein, je ne suis pas sur le chrono. Pour toi, pour le mot de la fin, je t'écoute. Ça marche. Bon, et déjà, ce que je peux dire en tant que coach, donc effectivement, j'ai mon école de coaching. Donc, je forme des coachs, des personnes qui souhaitent vraiment devenir des coachs authentiques, des coachs intrépides pour faire vraiment du bon, super travail. Donc, voilà. Puis, j'accompagne en coaching ceux qui souhaitent transformer leur vie, développer leur leadership, que ce soit en patron d'entreprise ou particulier ou entrepreneur. Et puis, pour terminer, donc, la phrase que j'aimerais dire, arrêtez de tourner en rond, arrêtez de tourner dans la roue du hamster. Alors, si passez à l'action, et je vous encourage vraiment, si vous sentez que vous n'êtes pas au bon endroit, faites-vous accompagner, sortez, faites quelque chose parce que vous avez de la valeur, vous valez beaucoup au monde et le monde attend de ton action pour devenir meilleur. Et si chacun avait compris cela, on aurait un monde complètement transformé. Donc, je t'invite à prendre ta place parce que tu as quelque chose d'exceptionnel à faire parce que tu es unique, tu es un élément rare, tout simplement. Eh ben, Voilà. super, quel mot de la fin, c'était super inspirant. Bah, écoute, Fadler, un grand merci pour ton temps, pour ton partage. Comme je dis, hein, toutes les infos seront en description pour ceux qui nous regardent. Ça clôture ici ce nouvel épisode de Bavardage. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Bavardage. Et Fadler, bonne merde pour pour le sommet. Que tout se passe pour Merci. le mieux. Merci, Lucas. Et puis, écoute, bonne continuation dans ton activité. Je sens que tu es passionné de ça. Écoute, va à fond. Eh ben, Et super. Grand merci à toi. Je te souhaite une bonne fin de journée merci. et à très vite. Salut!